Les tornades sont les vents les plus destructeurs de la planète. Une tornade provoque des dégâts en raison de ses basses pressions, qui, à la rencontre des bâtiments, provoquent des explosions imprévisibles. Elles font encore une centaine de victimes par an, malgré l'utilisation de matériaux de construction plus résistants et le développement de la prévention. Une force obscure hante le ciel. C'est une colonne de vent noire. Elle sème l'épouvante sur les prairies américaines. C'est un magma en ébullition, un monstre. On dirait presque un être vivant. Les tornades offrent toujours un spectacle rare et effrayant. Mais dans un cas sur 1000, elles engendrent des vents qui atteignent les 500 km/h. Toute la zone est sinistrée. Envoyez des secours. C'était horrible. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je ne veux pas revivre ça. La plus violente des tornades est celle qui a ravagé 3 États en 1925. Elle a été 2 fois plus meurtrière que celle qui ravage d'ordinaire les États-Unis. C'est aussi la plus mystérieuse. Ça n'arrive peut-être qu'une fois tous les 500 ou tous les 1000 ans. Voici l'histoire de la plus épouvantable tornade de tous les temps. Il n'y a pas si longtemps, les gens regardaient le ciel comme on regarde aujourd'hui la télévision ou l'écran des ordinateurs. Jane Albon Cruz scrutait souvent le ciel. On s'asseyait devant la maison et on s'amusait à voir des images dans la forme des nuages. C'était notre passe-temps favori. Mais elle n'a pas vu le nuage noir et mystérieux qui a emporté son école, sa ville et une partie de 3 États. Je ne sais pas comment je m'en suis sortie. La plupart de ceux qui ont vu ce tourbillon noir ne sont plus là pour nous le décrire. Mais d'autres tornades ont profondément marqué les esprits. Les premiers Européens étaient très impressionnés par ces manifestations redoutables. Ils les appelaient typhons, cyclones, tempêtes ou doigts de Dieu. Mais c'est le mot espagnol qui est resté. El tornado, la spirale. On en rencontre dans la plupart des pays du monde, mais les grandes plaines américaines sont leur terrain de jeu favori. On appelle cette zone, qui leur est propice, l'allée des tornades. C'est dans cette allée des tornades qu'elles sont les plus fréquentes. Le climat est violent dans cette région. Les masses d'air tropicales et humides du golfe du Mexique rencontrent les masses d'air très secs qui viennent du désert des Rocky Mountains. Une tornade en activité est un spectacle fascinant. Ces vents tourbillonnants ont inspiré de nombreux scénaristes hollywoodiens. Elles donnent aussi des idées aux astronomes. C'est d'après leur rotation qu'ils ont modélisé le processus de création des galaxies. Les tornades résultent des forces cosmiques présentes dans l'univers. Il ne s'agit pas d'une comète qui tombe sur Jupiter, ni d'une supernova qui traverse une autre galaxie. Non, ça se passe ici, sur Terre. Les tornades suscitent toujours une terreur primitive chez ceux qui les croisent. Les bâtiments les plus solides vacillent, comme si la terre tremblait. Une nuée de pans de murs, de toits, de cheminées, de poutres obscurcit le ciel. Tout ça a l'air d'avoir été propulsé dans les airs par une catapulte géante. C'est ce qu'a dit Henri Toulet à Natchez en 1840. La tornade de 1840 sur Natchez est le plus bel exemple d'une tempête qui frappe au mauvais endroit au mauvais moment. Elle faisait 1,5 km de large.
et remonter le Mississippi, qui fait lui aussi 1,5 km de large. En suivant le fleuve, elle a ravagé une bonne partie de la ville. On a retrouvé 317 cadavres sur les bords du fleuve et à Natchez. Les Américains n'avaient encore jamais essuyé de catastrophes naturelles aussi meurtrières. Dans certains endroits, on les appelle des cyclones. Mais c'est bel et bien une gigantesque tornade, très meurtrière, qui frappe Saint-Louis en 1896. Elle rase des quartiers entiers de maisons en bois, arrache les toits des usines et des églises et fait plus de 300 victimes. Mais ce n'est qu'un début. Lestée d'eau et de débris, elle redouble de puissance quand elle croise le Mississippi. Il est possible que la tornade ait tué une centaine de personnes de plus, mais comme elles étaient en bateau sur le Mississippi, on ne les a jamais retrouvées. Sur l'autre rive, l'est de Saint-Louis est le plus touché. Les toits sont envolés, les murs écroulés et les débris ont été emportés. C'est la signature des plus fortes tornades, celle de niveau 4 ou 5 sur l'échelle de Fujita. Les petites tornades, celles de niveau 0 ou 1, déracinent les arbres, arrachent les panneaux et peuvent retourner un mobil-home. Les plus puissantes, celles de niveau 5, balayent des maisons solidement bâties comme des fétus de paille. Les tornades de niveau 5 sont les plus rares et les plus destructrices. Aux États-Unis, 30 ans passeront avant qu'une nouvelle tornade de niveau 5 n'arrive. La partie méridionale de l'Illinois, au sud de Saint-Louis, est appelée l'Égypte. Les lecteurs de la Bible savent que l'Égypte n'a pas bonne réputation. Dans la Bible, elle est synonyme d'obscurantisme, d'ignorance, de superstition et d'oppression. Dans les années 1920, l'Égypte, dans l'Illinois, n'a pas bonne presse non plus. C'est un bastion du Ku Klux Klan, dont les membres sont célèbres pour leur chasuble à capuche blanche. Mais on y redoute encore plus les gangsters et les contrebandiers, à la gâchette facile. Tant de meurtres sont commis à Williamson qu'on l'appelle Williamson la sanglante. C'était des hors-la-loi, et les représentants du gouvernement étaient corrompus. Certains voient dans le cataclysme qui s'est abattu sur la région la condamnation des péchés de l'Égypte. Pour eux, cette tempête est l'expression de la vengeance divine. Mais il y a aussi dans la région d'honnêtes travailleurs. Les fermiers traversent alors une période difficile. L'agriculture européenne, remise de la Première Guerre mondiale, fait chuter les cours de la production. Mais les mines de charbon embauchent. Les mineurs s'estiment heureux. Ils le sont encore plus le 18 mars 1925, car c'est sous terre, dans une galerie de la mine, qu'on est le mieux ce jour-là. Une tornade arrive, mais rien dans le ciel ne l'annonce. À Annapolis, dans le Missouri, le climat est printanier. Ciel instable et ondées passagères. Ces jours-là, les gens ne mettent pas le nez dehors. Ils se disent « Le ciel a l'air terrible aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent, un gros orage va éclater. » Et puis tout à coup, la lumière a changé. Elle est devenue très étrange. Au-dessus de l'école d'Annapolis, le ciel devient noir comme du charbon, ce qui est courant au printemps. Puis Bernice Jones et ses camarades de classe entendent un bruit familier. On aurait dit un gros train de marchandises lancé à toute vitesse. Mais ce bruit qui se rapproche n'est pas celui d'un train. À ce moment-là, le père de Bernice est à 150 mètres sous terre, au fond de la mine. Il entend un léger ronflement, puis c'est la panne générale. Les mineurs se retrouvent dans l'obscurité totale. Pour rejoindre la lumière du jour, ils empruntent un escalier de secours.
Plus d'ascenseur. Ils étaient à 150 mètres sous terre. Ils ont commencé à remonter en s'arrêtant à chaque palier. Petit à petit, le père de Bernice et les autres mineurs émergent de l'obscurité sans savoir ce qu'ils vont découvrir. Tout était dévasté. Il disait qu'il n'en croyait pas ses yeux. Il n'imaginait pas comment c'était arrivé. Une tornade géante s'est formée quelques kilomètres plus loin, dans la campagne avoisinante, et elle a fait un terrible crochet par la petite ville. Elle est passée sur la crête, a glissé jusqu'à la ville et en a emporté la plus grande partie. Paradoxalement, personne n'a vu de tornade à Annapolis. Les témoignages parlent d'une nappe de brouillard sombre qui rampe sur le sol. Ça n'avait pas l'air très menaçant. On aurait dit un brouillard qui descendait des collines. Le mystérieux brouillard a quitté Annapolis, puis il a englouti le petit bourg de Bill, dans le Missouri. Il a poursuivi sa route le long du Mississippi, où à nouveau, des témoins ont remarqué un gros nuage noir tourbillonnant. On aurait dit un magma en ébullition, un monstre. On dirait presque un être vivant. La légende dit que la tornade a coupé les eaux du Mississippi en deux et qu'il a plu des poissons sur l'Illinois. Mais d'autres phénomènes terribles et plus vont suivre. La tornade ne fait que commencer son périple meurtrier. Il lui reste encore 2 États à traverser. Un jour de mars 1925, un mystérieux nuage noir traverse le fleuve Mississippi. Sur l'autre rive s'élève la ville de Gorham, dans l'Illinois. Située dans une plaine inondable au bord du fleuve, Gorham est habituée aux caprices des éléments. Mais elle n'a jamais rien connu de tel. La ville a été rasée. Beaucoup de gens ont été tués. Ce n'était pas la première ville où il y avait des morts, mais c'était la première ville où il y en avait eu autant. Tout se passe très vite. Le nuage avance à plus de 100 km/h, soit 2 fois plus vite qu'une tornade normale. 100 km/h à l'époque, cela dépassait l'entendement. Les voitures n'atteignaient pas encore cette vitesse. Et la plupart des gens se déplaçaient encore à cheval ou en charrette. Gorham ne se rend pas compte de ce qui a frappé. 15 km plus loin, une ville plus importante ignore ce qui l'attend. Murphysboro est une ville prospère de 12 000 habitants et un centre de transit fluvial pour le charbon. Elle est encore sous le choc du braquage de la veille. 1 500 $ ont été volés à la Banque nationale par 2 jeunes hommes armés. On pense que c'est l'œuvre d'amateurs. Le pays regorge de gangsters, mais il s'attaque rarement aux banques. La vente illégale d'alcool rapporte suffisamment d'argent. Cet après-midi-là, les élèves sont à l'école John Logan, qu'on avait décidé de fermer 1 an auparavant. Ces vieux murs de briques semblaient bien légers et n'inspiraient plus confiance. Les bulldozers devaient la raser à la fin de l'année scolaire. Le 18 mars, à 3h moins le quart, les élèves sont dans leur classe. Par les fenêtres qui donnent à l'ouest, ils observent le ciel qui paraît très étrange. Quand tout à coup, une fenêtre vole en éclats. Une vitre a traversé la pièce et elle est venue s'écraser sur le tableau. Quelques secondes plus tard, le toit s'envole et les murs partent dans les airs. 7 enfants sont morts dans la destruction de l'école. Par chance, la plupart des briques, emportées par le vent, ne sont pas tombées dans les classes. C'est finalement l'un des endroits les moins dangereux de la ville. La tornade avance à plus de 100 km/h, sur plus d'1,5 km de large.
Elle balaie le nord-ouest de Murfreesboro. Il n'y a eu aucune alerte. Personne n'a eu le temps de se mettre en sécurité. Les sirènes n'existaient pas encore. Toutes les lignes téléphoniques étaient coupées, mais le principal problème, c'est que cela ne ressemble pas à une tornade. Personne ne pouvait savoir que c'était une tornade avant qu'elle ne soit proche et que l'on aperçoive les morceaux de maisons et d'arbres qu'elle charriait. Ce n'est qu'en voyant tous ces débris voler dans les airs qu'on s'est rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. Dans certains quartiers de Murfreesboro, seuls quelques arbres dénudés sont debout, avec des cadavres dans les branches. Les maisons brûlent. Le feu achève la destruction amorcée par la tornade. « 234 personnes ont été tuées. Une grande partie de la ville est partie en poussière, emportée par la tornade, qui s'est ensuite dirigée vers le nord-ouest. Elle sème la désolation le long du chemin de fer qui relie Chicago à Quincy. Elle souffle comme un train, elle se déplace sur les mêmes rails. Sur sa route se trouve le village de DeSoto, une petite bourgade inconnue qui va bientôt devenir célèbre dans tout le pays. Jane Albon Cruz était en CM2. Le père de la jeune amoureuse des nuages était commerçant et le banquier de la localité. La famille Albon était l'une des plus riches de ce gros bourg de 1600 âmes. À 3h moins 10, ce jour-là, Jane était dans la salle de classe des CM2. Garrett, son futur époux, était dans celle des 3e. 10 minutes plus tard, les cours allaient s'arrêter. Jane et Garrett étaient à leur pupitre quand la tornade a frappé. Je me suis retrouvée dans la caisse à charbon. J'étais ensevelie sous le charbon. Par la fenêtre de la classe, Garrett Cruz remarque une élève qui arrive en retard. Tout s'est passé très vite. Je l'ai vue voler à l'horizontale au-dessus du sol. On l'a retrouvée morte enroulée dans les fils barbelés qui entouraient la cour de l'école. On retrouve 37 enfants morts sous les ruines de l'école. Jamais aux États-Unis, une tornade n'a tué autant d'enfants à la fois. Et le reste du village est aussi gravement touché. Tout avait été fichu en l'air. On ne reconnaissait plus DeSoto. L'ampleur des dégâts était incroyable. La trace de la tornade faisait 1,5 km, presque 2 km de large à certains endroits. DeSoto a été rayé de la carte. La grand-mère de Dolly Schwebel échappe à l'étreinte de son mari. Il racontait qu'il la retenait de toutes ses forces, mais que le vent l'avait aspirée, arrachée de ses bras. Dans les ruines de la banque de la famille Albon, seule une horloge électrique a résisté. Ses aiguilles sont bloquées sur 3h moins 10. « 20 km plus loin, sur la ligne de chemin de fer, se trouve West Frankfort. La petite ville minière rassemble ses forces, mais elle ne pense pas devoir affronter une tornade. Le Ku Klux Klan doit tenir une réunion dans les environs. Il sert de paratonnerre aux sentiments anti-catholiques et anti-immigrants qui agitent la région. Ces tracts portent une phrase assez mal tournée. « Tout le monde, bienvenue ». Mais un événement va balayer les intentions du clan. Sous terre, l'obscurité envahit la mine de charbon de West Frankfort. Le sol tremble comme si un train arrivait. Quand les mineurs arrivent à la surface, ils découvrent un paysage défiguré. Le château d'eau est enfoncé dans le sol. Des wagons de 40 tonnes ont été balayés comme des modèles réduits. Un wagon de marchandises est perché sur des voitures. Les quartiers ouvriers offrent un cruel spectacle de désolation. Les maisons ont été anéanties. Plus d'un seul mur n'était debout, mais en plus, tous les débris avaient été emportés.
On aurait dit qu'une force était venue tout casser et avait tout balayé sur son passage. Lestée de débris, la tornade se dirige vers les terres agricoles du sud-est de l'Illinois. La misère de la Grande Dépression va être aggravée par le passage de la tornade. La tornade a ravagé toutes les fermes, l'une après l'autre. Les gens ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils voyaient arriver une grosse masse noire et croyaient que c'était une tempête de poussière. Ils ne savaient pas que derrière se cachait une tornade monstrueuse. Les fermiers savent observer les variations climatiques et se laissent rarement surprendre. Mais là, 30 fermiers ont été tués par cette tornade. La tornade traverse la rivière Wabash à 4 heures de l'après-midi et frappe la ville de Griffin dans l'Indiana. On la décrit comme un nuage en forme de corde ou d'entonnoir allongé. Quand la tornade prend cette forme, c'est qu'elle va bientôt s'arrêter, mais c'est aussi à ce moment qu'elle est la plus violente. À plus de 300 km de son point de départ, elle peut encore tuer. On compte 58 morts à Griffin. Des centaines de personnes sont retrouvées sous les décombres. Enfin, comme par un caprice du destin, la tornade change soudain de direction. Si elle avait gardé son cap initial de 60 degrés nord, elle n'aurait touché aucune ville après Griffin. La tornade tue encore 9 personnes près d'Evansville, puis elle oblique sur la gauche pour se diriger vers Princeton. Entre Griffin et Princeton, la tornade se déplaçait à 120 km/h. C'est proche des records enregistrés. La tornade fait 44 victimes à Princeton. Puis elle se dirige vers une ville plus importante, Petersburg. Mais dans un champ à l'ouest de la localité, elle s'arrête d'un seul coup. La tornade disparaît, aussi mystérieuse qu'elle l'a été pendant son périple. Personne ne l'a vu arriver, personne ne l'a vu partir. J'imagine que les courants se sont résorbés et voilà, c'était fini. La tornade a laissé 350 km de ruines dans son sillage et une zone de basse pression dans laquelle se sont engouffrées des masses d'air froid. Le climat va encore faire des siennes dans le Midwest. En ce jour de mars, il neige. Le 19 mars 1925, il n'y a plus d'électricité dans les bureaux du journal de Murfreesboro. Les éditeurs en sont réduits à imprimer le numéro du jour à la main et sur une seule page. 125 morts dans la tornade et dans les incendies. De nouveaux cadavres arrivent constamment à la morgue. 118 morts à DeSoto. L'école s'est écroulée à 2h30. La ville est rasée. La grande tornade de 1925 a suscité de nombreux gros titres et un certain nombre de superlatifs. Mais ce bref article reste l'un des plus poignants. Des gens ont raconté qu'à l'arrivée de la tempête, ils avaient cru que c'était la fin du monde. Je suppose qu'après son passage, il n'y avait aucune raison de penser autrement. En tout cas, c'était la fin de leur monde. On a toujours parlé de ce qui était arrivé avant la tornade et de ce qui s'est passé. Elle a complètement changé nos vies. On a retrouvé 34 morts dans la ville de Gorham en ruine. Une grande partie de Murfreesboro a été réduite en cendres. Après avoir été écrasée, le nord-ouest de la ville a brûlé. Puis la tornade a détruit DeSoto. Ce qu'elle a laissé derrière elle est méconnaissable. On est allé au cimetière. Il y avait 22 tombes ouvertes. Dans l'une d'entre elles, on a enterré 3 personnes, le père, la mère et la fille. À West Frankfort, un fossoyeur est mort d'épuisement.
Il avait enterré les victimes de la tornade pendant 36 heures d'affilée. On ne leur a pas organisé des funérailles comme de nos jours. Ils étaient beaucoup trop nombreux. Dolly Schwebel a perdu sa grand-mère, arrachée au bras de son grand-père. Mais sa grande sœur, jeune mariée et enceinte de 6 semaines, a elle aussi disparu. Avant de se mettre à l'abri, elle discutait avec une commerçante. Elle lui a dit « Ce nuage a l'air bizarre, il me fait trop peur ». Et elle est rentrée chez elle. C'est la dernière personne à avoir parlé à ma sœur. On l'a cherché pendant 6 jours. Et on n'a pu l'identifier qu'à un seul signe. Ils ont pratiqué une autopsie et découvert qu'elle était enceinte. Elle avait été balayée dans la cour d'un commerce et était morte dans un incendie. C'était un nuage noir, on ne voyait pas à l'intérieur, même quand il a traversé De Soto. Dorothy Reimann est l'un des rares témoins oculaires de la tornade. Entre Murphysboro et De Soto, elle a vu la colonne noire chargée de débris passer à 1 kilomètre de la ferme de ses parents sans faire aucun dégât. Ce n'est qu'en allant au cimetière identifier un voisin défiguré qu'elle s'est aperçue du bilan réel de la tornade. Je sortais du bâtiment, j'ai vu Monsieur Elmore et j'ai fait demi-tour. J'étais tombée sur leur corps. Je n'en avais pas l'habitude. Le nuage noir a fait 695 morts, un bilan 2 fois plus lourd que celui de la plus puissante tornade connue aux États-Unis. De nombreux survivants ont dû être amputés. On a aussi découpé des cadavres pour les sortir des décombres de leur maison. Des bras et des jambes restaient coincés sous les gravats. De nombreux articles ont relaté les phénomènes étranges qui accompagnent les tornades. De la paille devenue dure comme du bois, des poutres fichées dans des arbres, une voiture encastrée dans le premier étage d'une maison. Le 21 mars, le journal local publie sa première édition complète depuis le passage de la tornade. La une titre « Reconstruire Murphysboro ». Le sous-titre prévoit la réussite future de la ville martyre. La ville va être rebâtie, mais rien ne sera jamais plus comme avant. La tornade de 1925, puis la Grande Dépression, ont interrompu sa croissance. La fermeture de la ligne de chemin de fer porte un nouveau coup à Murphysboro. Les gares, ravagées par les flammes, ont été passées par perte et profit. Même les rails ont été enlevés. La population actuelle est toujours inférieure à celle de 1925. Mais ce sont les esprits qui ont le plus souffert de la tornade. On se dit toujours que si une tornade a pu tout dévaster en 1925, une autre arrivera. On pense que le trajet des tornades est prédéterminé. Les premiers efforts de reconstruction sont révélateurs. On ne recommence pas par bâtir des maisons, on creuse d'abord des caves anti-tempête, car on redoute le retour du nuage noir. N'importe quel nuage un peu sombre, en particulier ceux qui se montraient à l'horizon, était source d'inquiétude. Après 1925, on garde sagement un œil sur les nuages. Les décennies suivantes vont connaître la plus grande série de tornades de tous les temps. On a même compté un record, 128 tornades en une seule journée. La force la plus meurtrière qui puisse venir du ciel allait se déchaîner. Mais cette fois-ci, l'allée des tornades était préparée.
Plus que la puissance des vents soufflant à 500 km/h, c'est l'effet de surprise qui est le plus tragique. Dans les années 40, l'allée des tornades a presque toujours été prise de court. Les tornades semblent impossibles à prévoir. Le seul présage est le ronflement du vent et l'arrivée d'un nuage irréel chargé de débris. Mais tout change en 1948, grâce à un coup de chance et une bonne dose d'intuition. Nous avions besoin du hasard pour faire avancer les prévisions. Ces hommes avaient la technique. Et où se sont formées les tornades? Juste sous leur nez. Le capitaine Robert Miller et le major Ernest Faubush, deux météorologistes de l'US Air Force qui étudiaient les tornades, se sont trouvés au bon endroit, au bon moment. Le 20 mai 1948, une tornade s'abat sur les pistes de la base militaire de Tinker, près d'Oklahoma City. Elle détruit 50 gros appareils. Pendant qu'on remet la base en état, Miller et Faubush scrutent le ciel. Après une longue semaine de calculs et de recherches intensives, ils ont mis au point une technique de prévision des tornades qui tient encore la route aujourd'hui. Ce jour-là, les ballons-sondes ont enregistré un phénomène atmosphérique particulier. L'air humide et l'air sec sont associés à une zone de basse pression et à d'autres facteurs. Les conditions sont-elles favorables aux tornades? Miller et Faubush le pensent, ils en attendent la confirmation. Ils n'ont pas à patienter très longtemps. 5 jours plus tard, de violentes tempêtes s'abattent sur la région. Le commandant de la base ne veut pas perdre d'autres avions. Il ordonne aux météorologistes de consulter leurs instruments et de donner l'alerte le cas échéant. La probabilité que 2 tornades se produisent au même endroit la même semaine est infime. Pourtant, à l'intérieur du nuage, l'air humide et l'air sec sont à nouveau associés à une zone de basse pression. Miller et Faubush font le pari météorologique du siècle. Ils publient un avis de tornade. Selon les critiques actuelles de prévision, si la tornade s'était formée à 50 km au nord ou au sud de la base, on aurait considéré la prévision comme bonne. Et a fortiori, si la tornade s'était formée sur la base. La tornade se forme pile sur la base aérienne. Mais cette fois-ci, les avions sont à l'abri et les dégâts sont minimes. Le succès éclatant de Miller et Faubush va révolutionner la météorologie. En quelques années, leur technique de prévision est adoptée dans tout le pays. Elle va permettre de sauver des vies sur l'allée des tornades. La plus grande série de tornades que l'on ait connue a ravagé 6 États de l'ouest du pays. Dans leur sillage, elles laissent près de 250 morts. Les dommages se montent à des centaines de millions de dollars. L'Iowa, le Wisconsin, l'Arkansas, l'Indiana, l'Illinois et le Michigan ont été durement touchés par les tornades meurtrières qui se sont abattues sur le Midwest. C'est le bilan des tornades qui ont touché Palm Sunday en 1965. Il ne s'agit pas d'une seule tornade, mais de toute une famille de tornades, d'une nuée de tornades. 51 tornades se sont formées pendant ces 2 jours. Les sirènes hurlaient de l'Illinois jusqu'en Alabama. Les tourbillons mortels étaient omniprésents. Mais ce n'est rien à côté de ce qui va se produire 9 ans plus tard. Une attaque de tornades 3 fois plus importante que celle de Palm Sunday. Il y a certaines nuées de tornades que l'on voit arriver. Le 3 avril 1974, on les a vues arriver. Toutes les conditions étaient réunies au bon moment. Un très fort taux d'humidité régnait sur une grande partie de la région. Les vents étaient variables. Les nuages orageux s'amoncelaient. Le ciel était un nid de tornades. Des vagues de tourbillons mortels se sont mises à déferler sur la région. 9 à
3914, tornade sur 5800, ouest 4. Les gens appellent au secours. La zone est sinistrée, il y a des morts, il faut envoyer des secours. À Huntsville, dans l'Alabama, après avoir semé la désolation sur plus de 80 km, une tornade décime un village de Mobile Home et envoie de nombreuses personnes à l'hôpital. Dans une église, un homme qui attend son transfert vers l'hôpital est finalement emporté 1h30 plus tard par une seconde tornade. La tornade qui a frappé Louisville a tué 10 personnes. Mais dans sa banlieue, Brandenburg a été touché de plein fouet. La ville a été dévastée. On dénombre 31 victimes. J'ai cru que de la fumée descendait de la colline, mais c'était un gros nuage tout noir. Et des vents très violents qui arrivaient et qui se sont abattus sur nous. Dans l'Indiana, 16 tornades se sont formées en même temps. La météo nationale a renoncé à délivrer des alertes pour chaque ville. Ils ont publié le premier avis de tornade générale. L'État tout entier était en alerte. À Xenia, dans l'Ohio, un lycéen a tourné ce film au moment où 3 tornades convergeaient sur la ville. Celle-ci était la plus meurtrière des 150 qui se sont formées ce jour-là. On a juste entendu un gros rugissement et je ne sais pas, c'était horrible. C'était comme si un train vous arrivait dessus. Je n'avais jamais rien vu de pareil, je ne veux pas revivre ça. Xenia a subi des dommages effroyables, les morts les plus atroces, en plus des dévastations habituelles causées par les vents engendrés par la tornade. « 34 personnes sont mortes. Mais beaucoup ont eu la vie sauve grâce à l'alerte qui avait été donnée à temps. Les sirènes ont interrompu la répétition du club de théâtre du lycée. Quelques secondes plus tard, 2 bus scolaires atterrissaient sur la scène où ils répétaient. Il a fallu des semaines pour répertorier les tornades et estimer leurs dégâts. C'est alors que les scientifiques ont réalisé l'énormité de ce qui s'était passé. 148 tornades s'étaient formées. Du jamais vu. Un nombre record de tornades de niveau 4 ou 5. Des kilomètres carrés dévastés. Un bilan de 315 morts, ce qui était encore loin du record. Dieu seul sait quel aurait été le bilan d'une telle nuée de tornades 50 ans plus tôt. Il y aurait eu 3000 morts, 1500 au moins. En fait, 315 personnes sont mortes. C'est 2 fois moins que lors de la tornade qui avait frappé 3 États en 1925. On peut se demander si la science a permis de réduire le nombre des victimes. Mais quand l'alerte n'est pas donnée, cela devient une évidence. Dans quelques instants, la tragédie de Plainfield, dans l'Illinois. Tout va bien, tu n'as rien. Le 28 août 1990, les sirènes commencent à hurler à 15h51. Le ciel du nord de l'Illinois se couvre de nuages orageux. Dans certaines parties de la région de Chicago, on conseille aux habitants de se mettre à l'abri. Une tornade serait imminente. Mais l'alerte a été donnée trop tard. Plus d'une demi-heure avant les coups de sirène, une énorme tornade s'abat sur Plainfield, dans la banlieue de Chicago. À ce moment-là, les dés étaient déjà jetés. La tempête se retirait rapidement vers le sud-est. Elle était repartie, mais elle avait déjà tout dévasté. On retrouve des cadavres dans les champs de maïs. Des camions sont renversés, leurs remorques traînées sur des centaines de mètres. Le clocher de l'église Sainte-Marie a été arraché. Les bâtiments de l'administration du lycée de Plainfield sont rasés.
Les salles de classe aussi ont été touchées. 2 professeurs et un agent de maintenance sont tués. Mais cela aurait pu être bien pire. L'année scolaire commençait le lendemain. Si la tornade était arrivée un jour plus tard, 1 millier d'élèves auraient été à l'intérieur du lycée. Ce jour-là, 38 personnes sont mortes et 300 ont été blessées. Tout va bien, on est vivants. Pourquoi n'a-t-on donné l'alerte qu'après le passage de la tornade? On pensait pourtant que les tornades allaient se former dès 1 heure de l'après-midi, soit 2 heures auparavant. Mais on a hésité. Les spécialistes avaient été critiqués pour avoir émis trop d'avis de tornade sans que n'éclate aucun orage, sans que ne se forme aucune tornade. Si on n'arrête pas de lancer des avis de tornade sur une région et que les gens ne pensent pas en avoir ce jour-là, une tornade peut bien cette fois être toute proche. Tout le monde pense que vous criez au loup. Cette catastrophe a ajouté un nouveau terme au vocabulaire des météorologistes, le syndrome de Plainfield. Cela signifie qu'il vaut mieux donner trop souvent l'alerte que faire l'impasse sur une seule. On a compris aussi que 65 ans après la tornade qui avait ravagé 3 États, ce phénomène était toujours mystérieux et imprévisible. Aujourd'hui encore, la grande tornade de 1925 prendrait les météorologistes de court. Beaucoup pensent qu'il y a eu plusieurs tornades, car d'habitude, elles ne durent pas 4 heures en parcourant 300 km. On n'a pas trouvé d'explication à ce phénomène. D'après nos connaissances, une seule tornade géante ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas parcourir 300 km. L'existence d'une seule et unique tornade m'a toujours paru difficile à croire. J'en ai parlé avec de nombreux collègues spécialistes des phénomènes climatiques extrêmes. Ils partagent le même sentiment. Beaucoup de gens pensent que la tempête a généré 3 ou 4 tornades différentes. Et pourtant, sa trace semble indiquer le passage d'une seule tueuse. Les dégâts sont constants tout au long de son parcours. Ce serait une coïncidence incroyable qu'une série de plusieurs tornades puisse faire des ravages de façon constante et unie. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, l'existence d'une tornade d'une telle envergure est improbable. Le mystère reste entier. Et que se passerait-il si une telle tornade venait à se reproduire? Ferait-elle encore 700 morts? Ou les radars, les satellites et les sirènes permettraient-ils une issue différente? Une tempête de cette envergure aurait une signature radar si spectaculaire que toutes les sirènes, toutes les voitures de police du sud de l'Illinois et de l'Indiana se mettraient à beugler dans l'heure qui suit. Les télévisions, les radios informaraient la population de son arrivée. Si une tornade arrivait aujourd'hui, le système d'alerte sauverait des vies humaines. Le nombre des morts serait inférieur à 700, mais il pourrait quand même en rester la moitié. 70 ans après son passage sur 3 États, cette tornade garde tout son mystère. Y a-t-il eu une ou plusieurs tornades? Cela peut-il se reproduire, ou bien était-ce un événement unique qui n'arrive qu'une fois tous les 500 ans? Les survivants de cet après-midi de mars sont aujourd'hui très âgés. Ils n'en continuent pas moins de scruter les nuages, à l'affût d'un signe avant-coureur du passage de l'énigme noire sur les écoles et les villes de l'allée des tornades.